Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau en compagnie de Marjorie, que vous avez découvert lors de l'épisode précédent sur le système digestif. Marjorie est chirurgien digestif et chirurgien de l'obésité. Elle est également thérapeute en Ayurveda. Nous nous retrouvons pour un épisode sur l'alimentation, son rôle, ses différents types et ses bienfaits sur notre santé. Bonne écoute! Bonjour Marjorie, bienvenue à nouveau dans le podcast Ayurveda. Bonjour à toutes les deux. Eh ben écoute, on est ravis de revenir avec toi pour un nouveau sujet là. Donc aujourd'hui, on parle de l'alimentation santé. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est l'alimentation, parce que ça paraît tout simple là comme ça, comme concept, mais on va creuser un petit peu. Et puis on verra le lien entre l'alimentation et puis notre santé et comment l'alimentation peut avoir un rôle sur notre santé. Pour commencer, quelque chose qu'on fait rarement avec des mots très utilisés comme alimentation, mais est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce que c'est l'alimentation pour toi? Alors, l'alimentation, c'est l'action de manger. C'est différent de la nutrition, qui, elle, est la science médicale qui va étudier les rapports entre l'alimentation et la santé. L'alimentation, c'est le carburant pour notre corps qui doit être de qualité pour nous permettre de grandir, de guérir, de consolider et de vieillir le mieux possible. Voilà, pour moi, c'est ça l'alimentation. C'est ce qu'on met dans notre assiette et dans notre bouche. Et du coup, est-ce qu'il y a différents types d'alimentation ou est-ce qu'on peut parler que d'une seule alimentation? Bon, c'est compliqué. Je dirais que pour moi, il y a une alimentation équilibrée et une alimentation déséquilibrée. Après, et voilà. Mais après, actuellement, on a plein de modes d'alimentation. Donc, on a l'alimentation omnivore, les gens qui mangent de tout. On a les gens qui sont végétariens, donc qui ne vont pas manger de viande, pas de volaille, pas de poisson. Et c'est l'alimentation qui scientifiquement montre une qualité de vie la meilleure et l'espérance de vie la plus grande, qui a été démontrée par Pilate, puisque Pilate, pendant la grippe espagnole, pour faire la comparaison avec notre pandémie actuelle, il y avait à peu près entre 70 000 et 80 000 personnes qui ont suivi le régime végétarien, le yoga et tout ce qui allait avec, et aucune de ces personnes n'a été contaminée par la grippe espagnole. Mais depuis, il y a d'autres études qui ont quand même montré que c'est avec le régime végétarien qu'on a l'espérance de vie la plus grande. Après, on a des gens qui se disent pescétariens, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de viande, mais ils mangent du poisson et des fruits de mer. Après, on a des flexitariens qui mangent de la viande, mais en très petite quantité et que de la qualité. On a l'alimentation végane, où là, on n'a aucun aliment d'origine animale. Et j'ai même trouvé des gens qui étaient fruitariens, c'est-à-dire qu'ils ne mangeaient que des fruits. Donc tout ça, c'est du détail. Je pense que le plus important, c'est avoir une alimentation équilibrée ou une alimentation déséquilibrée. Ouais. Alors, allons plus loin. Alors, c'est quoi une alimentation équilibrée ou une alimentation déséquilibrée? Alors, une alimentation équilibrée, pour moi, c'est ce que je mange, mais comment je vais le manger. Et ça, c'est un conseil que je donne aussi bien à mes patients en allopathie, aussi bien, c'est vraiment la liste de conseils que je leur donne, aussi bien en chirurgie digestive, aussi bien en chirurgie de l'obésité, aussi bien en Ayurveda.
Et ce qui est rigolo, c'est que moi, cette liste, quand je l'ai mise en place, je me suis dit: «Bon allez, je vais, enfoncer des portes ouvertes et puis ils vont me dire, c'est vous avez que ça à m'apporter» et en fait, que ça soit en allopathie ou en ayurveda, quand je leur donne la liste, ils me disent: «Oh! Mais je sais pas si j'arriverai à tout mettre en place, ça va être hyper compliqué». Donc cette liste, c'est manger de façon paisible. Alors, c'est quoi manger de façon paisible? C'est de manger dans un environnement calme. Et dans notre société, finalement, quand on voit les selfs au travail ou les cantines à l'école, c'est assez compliqué. De pas manger quand on est bouleversé, quand on est en colère, quand on est triste, parce que là, on fait de la compulsion alimentaire, mais on s'alimente pas correctement. La réponse, elle est jamais dans le frigo. On mange assis. On tourne son attention vers le repas, c'est-à-dire que on évite la télé, l'ordinateur, le smartphone, et ça, c'est vraiment compliqué à l'instaurer. On essaie d'en faire un moment convivial. On essaie de ne pas boire en mangeant, mais d'arrêter une demi-heure avant ou une demi-heure après. Pourquoi? Parce que si on boit de fortes quantités d'eau alors qu'on mange, on va éteindre le feu digestif, notre agni, on va éteindre l'estomac. C'est un petit peu comme si on allume le barbecue et quand il commence à prendre, on balance de l'eau dessus. Et d'ailleurs, mes collègues gastro-entérologues, souvent quand ils font des fibroscopies, ils râlent, ils disent: «Oh, mais le patient, il n'a pas du tout respecté la période de jeûne, j'ai plein d'aliments encore dans l'estomac». Et pas du tout, le patient, il a suivi les critères à la règle, mais les aliments ne sont pas digérés, ont été ralentis à cause de l'eau. Et donc, on n'a pas une bonne digestion et pas une bonne assimilation des aliments. Mais pourquoi, ça c'est un conseil en effet qu'on donne beaucoup, lors des consultations ayurvédiques, donc Mmh. de boire vraiment d'arrêter de boire une demi heure avant le repas et de pas boire pendant le repas et après d'attendre au moins une demi heure après pour boire Mmh. à nouveau. Mais, c'est très difficile pour les gens. Il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent, «Bah ouais, mais j'ai soif». Alors, moi, je leur dis, c'est OK si par exemple, si par exemple, eh ben, vraiment les aliments sont secs, c'est pas sympa, on peut toujours, prendre une petite gorgée d'eau pour aider. Mais ça a rien à voir entre prendre une petite gorgée d'eau qui va aider, ben, à savourer son repas, sans avoir la bouche trop sèche, qui va aider les aliments à glisser et à être mastiqués et s'enfiler des grands verres d'eau, en mangeant. Ça, on n'a pas. Mais quand même, quand les gens prennent bien conscience de cette nuance, ils enlèvent très vite le Le grand verre verre de la, d'eau, ouais. ouais, le verre de la table. Et en chirurgie de l'obésité, on apprend aux patients à ne pas boire en mangeant parce que c'est très très important. Comment on va leur réduire de façon très très importante la taille de l'estomac? S'ils boivent en mangeant, ils n'auront pas du tout de place pour manger. Donc, Mmh. donc il faut vraiment faire un choix. Et moi, mon fils, depuis hyper longtemps, il y a plus de verre à table et c'est pas compliqué. Donc, quand est-ce qu'on va manger? On va manger quand on a faim et on va s'arrêter de manger quand on ressent la satiété. Voilà. Donc, et pour revenir, on mange pas quand on a soif et on boit pas quand on a faim. On essaie de faire le repas le plus important le midi, parce que c'est là où on a le feu digestif le plus fort. C'est pas toujours évident, mais on essaie. On mange à un rythme modéré, ni trop vite, ni trop lentement. Et il faut savoir que l'arc réflexe de la satiété, il est envoyé au cerveau au bout d'une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, l'estomac, il envoie au cerveau, c'est bon, je suis rempli, j'ai plus faim. Donc, plus on mange vite, plus on va manger en quantité. Voilà. C'est mathématique. D'où l'intérêt d'essayer de manger ni trop vite, ni trop lentement. Alors moi, ce que je conseille aux patients, c'est d'essayer de manger avec les doigts. Parce que quand on mange avec les doigts, et en Inde, on mange avec les doigts, eh bien, on mange moins vite puisqu'on va prendre les aliments un à un.
Je leur impose pas, je leur dis de tester, de le faire chez eux s'ils ont envie, qu'ils sont pas obligés de le faire en société, mais au moins ça leur prend un petit peu, enfin ça leur donne un petit peu conscience de la vitesse à laquelle ils mangent, puisque on peut pas remplir une grosse fourchette ou une grosse cuillère avec les aliments. D'attendre 2 à 4 heures avant de manger de nouveau, que la digestion soit terminée et que la sensation de faim apparaissent. Quoi manger? Eh bien, manger une alimentation qui est variée avec des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales. Les produits animaux, oui, bien sûr, mais il faut savoir qu'en fait, on a besoin d'un produit animal par jour. Alors, alors qu'on en mange beaucoup plus, parce que si vous buvez un verre de lait, si vous mangez un morceau de fromage, si vous mangez un œuf, on a déjà 3 produits animaux. Donc, la viande, c'est absolument pas nécessaire de la manger ne serait-ce qu'une fois par jour, et encore moins, je sais pas chez vous, mais dans le sud-ouest, à l'école, à l'internat, ils ont de la viande matin, midi et soir, hein. Au petit-déj, il y a de la viande, et donc ça, c'est vraiment aberrant. On n'a jamais mangé autant de viande qu'actuellement. L'idée de l'homme préhistorique qui mangeait que de la viande et c'est normal de manger de la viande, c'est une idée qui est totalement farfelue. Il faut bien s'imaginer que l'homme préhistorique, il n'arrivait pas à tuer un animal par jour. Donc, il consommait essentiellement des baies, des fruits, des racines. Et quand il trouvait un animal à manger, il le mangeait. Mais il mangeait certainement pas matin, midi et soir des protéines animales comme on nous le conseille, et ça entraîne une alimentation qui est déséquilibrée. Euh, bon, essayez de manger les fruits et les produits laitiers en dehors des repas, parce qu'on n'a pas besoin d'inclure un fruit à la fin du repas. On peut très bien le prendre en collation à l'heure du goûter, ou même en milieu de matinée à la collation de 10 heures. À chaque fois que possible, on essaie de manger une alimentation qui est bio, avec des circuits courts. Parce que on sait que ces aliments, ils vont être cultivés avec amour, et, et avec bien plus d'intérêt que eh bien, les grandes usines agroalimentaires. Chaque fois que possible, ça c'est parfois un petit peu compliqué avec le travail, mais on essaie de manger des aliments fraîchement cuisinés et pas utiliser les restes, parce qu'on perd en vitamines et puis en nutriments. On essaie de faire son alimentation soi-même, en pensant à se faire plaisir, à faire plaisir aux autres. L'amour, c'est vraiment important. Ça doit être, enfin, voilà, le plaisir en alimentation, c'est important. Et j'aime pas être nostalgique, mais je me dis que c'est bien de se poser la question et de se dire, tiens, est-ce que mes grands-parents, ils mangeaient des pizzas surgelées, des frites surgelées, du kebab, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver. Moi, je suis à chaque fois horrifiée quand je vais au supermarché et que je vois les caddies de mes concitoyens, ça me fait sortir les yeux de la tête. La quantité, donc, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, notre estomac, il a la taille de nos 2 mains. Pas la peine d'en mettre plus. Et si on mange plus lentement, eh bien, on va manger moins. Une bonne alimentation, pour moi, c'est essayer d'éviter le cru et le cuit dans un même repas, parce le cru et le cuit ne se digèrent pas à la même vitesse. Donc, ça entraîne un inconfort digestif. Une bonne alimentation, c'est être à l'écoute de son corps et reconnaître les aliments qui nous conviennent pas. On peut pas, on n'est pas tous faits pour manger de tout. Et si on a un doute, on essaie de réintroduire un aliment à la fois pour pouvoir savoir lequel ne convient pas, quelle épice n'est pas bien assimilée, n'apporte pas de confort digestif. On essaie d'éviter le café, l'alcool, le thé, les sucres raffinés, les boissons glacées. On essaie de ne pas manger la nuit et de ne pas avoir d'automatisme. Voilà. Donc,
Donc toute cette liste-là, c'est la liste que je donne à mes patients, tant en allopathique qu'en Ayurveda. Et à chaque fois, ils me disent waouh, ça va être hyper Ouais. compliqué. Ouais. Et alors, est-ce que tes patients en allopathie, ils arrivent hum, est-ce qu'ils réussissent finalement à intégrer tous ces concepts-là? Alors moi, je crois les gens et je les crois pas. Donc, je crois les gens quand je crois toujours les patients quand ils me disent j'ai mal. Ouais, Ça, il faut d'abord croire les gens. Après, quand ils me disent je fais tout bien, là, je les crois pas. ouais. Donc, Parce que tu sais, ce que j'étais en train de me dire, c'est que pour des personnes qui viennent consulter en Ayurveda, ce sont déjà en général des personnes qui sont sensibilisées à manger des aliments bio, cuisiner des choses fraîches, etc. Et puis qui sont sensibilisées, tu vois, à avoir une alimentation de bonne qualité. Alors que les patients que tu as en médecine moderne, ils sont peut-être pas sensibilisés du tout à ça, et ça doit être d'autant plus compliqué pour eux, je pense. oui, mais après, moi, les patients que je vois en Ayurveda, j'ai peut-être un biais parce que étant donné que je suis médecin à côté, je vois pas que la yogi ou la personne qui est très branchée Ayurveda. J'ai aussi des gens Mm. qui viennent en découverte, mais même, mais après, les gens sont pas du tout conscients de ils ont toujours l'impression de faire bien. Et quand, même en allopathie, quand tu leur dis qu'est-ce que vous mangez, c'est toujours des choses qu'ils cuisinent eux-mêmes. Et ça vient toujours du marché. Ils vont jamais au supermarché. Et les patients obèses, encore plus. Les patients obèses, c'est c'est très très rare. Moi, je leur demande à la première consultation d'obésité, je leur demande de venir avec leur régime alimentaire sur une semaine. Alors j'ai des patients qui sont honnêtes hein, et qui mettent, mais après j'ai la salade verte, une tomate, et quand on regarde les caddies au supermarché, c'est loin d'être la réalité. Donc je dis pas qu'il faut pas si on a envie d'un bout de chocolat. J'ai une patiente hier, en consultation d'Ayurveda, qui me dit oui, mais moi je travaille de nuit et j'adore manger mon Kit Kat. Je lui dis c'est ok. Enfin, si vraiment son plaisir quand elle est de nuit, c'est de manger son Kit Kat, je vais pas lui dire on oublie la marque, mais je vais pas lui dire ah bah non, je vous l'interdis, prenez un peu de porridge. Ben non, si elle a envie de ça, il faut quand même se faire plaisir. Mais le poison est dans la dose, en fait. Je pense que tout est possible avec raison. Oui, après, c'est comprendre pourquoi elle a envie, besoin aussi de ce Kit Kat et peut-être, voilà, trouver peut-être une alternative, mais qui lui fasse tout autant plaisir et qui lui fasse aussi du bien au corps, quoi. Donc, tout est possible en discutant aussi et en voyant vraiment ce qu'elle en retire de ce Kit Kat. Alors, moi, je j'ai aucun problème de parler de mes faiblesses et je suis loin d'être parfaite. Et tout le monde sait que ça soit mes patients en allopathie, je ne sais pas comment, ou en Ayurveda, mais ils savent que je suis fan du Milka 200 grammes, chocolat au lait, et pas avec des noisettes, et pas 100 grammes, parce que si c'est une plaque de 100 grammes, je la mange pas, et tout le monde sait ça. J'ai même des patients qui, en cadeau, après une intervention, j'ai un patient qui m'avait rapporté un petit paquet, il y avait 5 plaques de Milka. C'est ok. Enfin, tu vois, je me mange pas la plaque de Milka d'un coup. Ça me fait Oui, plaisir. tu vas pas en manger tous les jours, peut-être. Et en Si, tout cas, à côté, ah ouais, ah ouais. si. Ça a été un grand sujet avec Alex qui essayait de trouver pour pallier mon Milka. J'ai tenu 2 jours. Mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Bon, Avec ma tisane le soir, j'aime bien mon bout de Milka. donc tu fais attention, enfin tu fais attention. Après, à côté, tu as une alimentation que tu souhaites équilibrer et que Oui, tu bien tends vers sûr. l'équilibre, voilà. Oui, mais bien sûr, mais je veux pas non plus. En fait, cette petite anecdote-là, c'est pour dire qu'on est tous faillibles et que il faut pas non plus tomber dans l'extrême et dans la frustration, parce que si on oublie le plaisir et si
Si vraiment on se focalise en disant je veux une alimentation équilibrée, c'est là où on a des comportements avec des compulsions alimentaires, où tout à coup on craque et on va aller vider le frigo. Il y a aussi quelque chose que moi je suis incapable de faire tant en Ayurveda qu'en allopathie, qu'en chirurgie de l'obésité, c'est que je ne suis pas capable de dire aux gens de faire des choses que je ne fais pas. Par exemple, je ne vais pas leur dire vous pesez autant de pourcentage de céréales. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le soir me dire tiens, je vais peser 100 grammes. C'est pas la vie. C'est déjà si on diminue la quantité d'alimentation, si on prend le temps de manger, si on prend le temps de cuisiner, si on prend le temps de réfléchir à ce qui va nous faire plaisir et ce qui va faire plaisir aux autres, on a déjà fait quelque chose d'énorme. Exactement. Tu parlais tout à l'heure de l'obésité. Peut-être qu'on peut en parler un peu plus ici pour voir aussi ce lien fort qu'il peut y avoir entre l'alimentation et malheureusement certaines maladies derrière. Qu'est-ce que c'est comme maladie exactement l'obésité? Ça vient comment? Ah, alors ça c'est un vaste débat. L'obésité c'est une maladie à part entière. Donc c'est compliqué. Il y a bon, le facteur génétique, il est très faible. Les obésités dues à la génétique, c'est pas ce qui est de plus fréquent. Il y a un syndrome, par exemple, qui s'appelle le syndrome de Prader-Willi, qui ont des gens qui n'ont pas de seuil de satiété. Et ça, c'est dramatique. Et c'est des enfants qui ne peuvent pas s'arrêter de manger avec une durée de vie extrêmement courte. Mais pour parler de l'obésité de tout venant de nos concitoyens, c'est vraiment très, très compliqué. Il y a le psychologique qui intervient. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont été gros toute leur vie. Et il y en a d'autres où on peut avoir une obésité post-traumatique après divers traumatismes de la vie. Et c'est justement chercher la solution dans le frigo. C'est vraiment très compliqué et ça demande une prise en charge globale de la personne en étant très à l'écoute. La chirurgie de l'obésité, c'est loin d'être la solution miracle, hein. Tout le monde a l'impression que, mais non, puisque la chirurgie de l'obésité, on fait que modifier l'anatomie, mais on modifie pas le psychologique. C'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire avec des psychiatres, des psychologues, des nutritionnistes, d'être à l'écoute des gens. Donc c'est vraiment un. Alors l'alimentation a son rôle évident, mais pas que. Mais pas que. Pas que. Parce qu'autrement, si ce n'était qu'une question d'aliments, de quantité alimentaire et de qualité alimentaire, la chirurgie réglerait, on ferait un petit estomac et ça serait réglé. Et c'est pas si simple. C'est une vraie addiction. En fait, l'alimentation peut devenir une vraie addiction comme l'alcool ou comme la drogue. C'est une vraie drogue. Et notamment toute cette junk food bourrée de colorants, de sucre raffiné qui incite à l'addiction. Et l'industrie agroalimentaire, elle nous pousse à manger. Si vous regardez la télévision, 80% des pubs, c'est de l'alimentation. Où on vous dit que chez McDonald's, il suffit de venir comme on est, et si on est super bien accueilli, on a un moment de joie intense. Donc, et on est face à on est face à une industrie qui est tellement forte que c'est un vrai problème de santé publique et que c'est pas le petit message bouger, éliminer, manger 5 fruits et légumes par jour qui font changer la donne. Et ça, c'est un vrai drame. Il faut vraiment que l'alimentation, ça s'inscrive aussi dans, comme tu disais tout à l'heure, dans une prise en charge globale, hein, particulièrement pour les personnes qui souffrent d'obésité. Il y a l'alimentation, mais il y a toutes les autres parties dont tu parlais tout à l'heure, effectivement.
Est-ce qu'il y a d'autres maladies comme ça, comme l'obésité dont tu parlais à l'instant, d'autres maladies dans lesquelles le changement d'alimentation, ça peut avoir un réel impact sur la santé? Ah oui, bah, 2 maladies, qui sont hyper fréquentes, qui sont le diabète et l'hypercholestérolémie, hein. Les gens disent: «J'ai du cholestérol». Alors je parle pas du diabète de type 1, hein, le diabète génétique, insulinodépendant. Je parle de ce diabète de type 2 qu'on appelle le diabète gras. Ça, le diabète, il est directement lié à notre alimentation, comme l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Il y a des traitements allopathiques, mais et les patients, ils ont l'impression que justement, on leur donne un traitement contre contre l'élévation du cholestérol, on leur donne des antidiabétiques oraux et c'est suffisant. Alors que si on agissait en amont et qu'on modifiait leur alimentation en leur apprenant à manger de façon plus équilibrée, en enlevant tout le gras, la crème, le cochon, la charcuterie de leur alimentation, eh bien, on pourrait faire disparaître ces maladies. Alors, et maladies qui sont tellement graves qu'on coupe des orteils, qu'on bouche des artères, qu'on fait des AVC. Euh, mais il y a aussi un manque de temps, je pense, des médecins, parce que c'est compliqué de faire changer une alimentation à un petit papy à, ou à des personnes de 60-70 ans, alors que leur donner un comprimé contre le cholestérol ou un antidiabétique oral, c'est hyper facile. Et en changeant l'alimentation, c'est des maladies qui pourraient totalement disparaître, qui éviteraient à mes collègues chirurgiens vasculaires de couper des orteils, voire des pieds, quand on est dans des situations de maladies très avancées. Il y a une autre maladie qui est grave et qui est la stéatose hépatique, ou NASH, c'est non-alcoolic steatosis hepatitis. Donc, c'est quoi la stéatose hépatique? C'est le foie gras. Et on est confronté justement avec cette junk food à des foies qui sont chargés en graisse et qui ont exactement le même aspect quand on opère les patients d'autres choses, euh, qui ont exactement le même aspect que le foie gras du canard qu'on a gavé. Alors pourquoi c'est grave d'avoir un foie gras? Parce que le foie, quand il est surchargé en graisse, ça veut dire qu'il est surchargé en toxines, qu'il n'arrive plus à éliminer. On va avoir une fibrose qui va s'installer et à plus ou moins court terme, une cirrhose hépatique. Et la cirrhose hépatique, eh bien, c'est pas guérissable et voire ça peut être une transformation en cancer hépatique. Et ça, c'est des pathologies qui vont se développer de plus en plus et qu'on voit de plus en plus en opérant des gens jeunes. Et c'est donc même s'il y a une susceptibilité individuelle, hein, toujours face à la maladie, c'est quand même directement lié à l'alimentation et à la qualité de l'alimentation. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit aussi dû à l'alimentation? Les troubles fonctionnels intestinaux dont j'avais déjà parlé dans le podcast sur la digestion. Et puis, on voit une modification des cancers digestifs. Alors ça, tant pis, c'est pas du tout... je vais me mettre à dos certaines personnes, mais je pense pas qu'il y ait des gens de l'industrie agroalimentaire qui écoutent des podcasts sur l'Ayurveda. Mais ça serait bien. Ça On les serait invite bien. à écouter. Ça serait Sur bien, cet mais épisode, peut-être. ça serait bien, mais même dans les congrès de médecine, on n'en parle pas parce qu'il y a quand même un tabou et il y a des professions qui rapportent tellement d'argent qu'elles sont protégées. Donc, avec la viande sous vide, notamment,
et notamment tout ce qui est jambon sous vide, charcuterie sous vide. On utilise des nitrates et ces nitrates sont directement toxiques pour le côlon et on a une transformation des tumeurs digestives. Et ces tumeurs qui se transforment, eh bien, ne sont malheureusement pas sensibles aux chimiothérapies actuelles. Voilà. Donc, il y a peut-être, c'est pareil, s'il y a des chirurgiens ou des cancérologues qui écoutent le podcast, ils se diront, oh là là, mais elle est pessimiste. Non, non, non. On a vraiment pas d'efficacité sur ces tumeurs qu'on appelle des tumeurs colloïdes et qui sont directement dues à notre malbouffe qu'on nous présente chaque jour dans les étals. Donc, et manger moins de viande, mais manger plus de la viande de qualité en sachant d'où elle vient et dans quelles conditions ont été élevés les animaux et boycotter le sous-vide du supermarché parce que c'est vraiment néfaste pour l'organisme. Mmh. Tu sais, Marjorie, pour terminer cet épisode, je voudrais juste souligner en fait l'importance que des praticiens de santé en médecine occidentale moderne, tu vois, se forment à l'Ayurveda. Je trouve ça tellement magnifique. Et j'apprécie vraiment beaucoup les échanges qu'on a aujourd'hui parce que ça montre que il peut y avoir une ouverture dans le monde de la médecine moderne et que ce sont vraiment entre la médecine moderne et puis l'Ayurveda, que ça peut vraiment être complémentaire et c'est comme ça que ça devrait être d'ailleurs. Oui, je trouve ça génial. C'est comme ça que ça devrait être, mais c'est tellement un problème d'ego. Les médecins ont un ego hyper développé. Alors moi, par exemple, j'ai été hyper surprise. J'ai reçu un mail d'une médecin généraliste avec qui je travaille en allopathie. Et donc, je l'ai appelée et qui veut m'adresser une patiente obèse qui est très jeune et qui est obèse plus morbide en Ayurveda, justement, pour essayer de retarder le plus possible la chirurgie. Et j'étais hyper étonnée quand j'ai reçu le mail. Donc, je lui dis, mais c'est super. Et je dis, parce que j'ai pas osé faire le tour des médecins généralistes, parce que les peu que j'avais commencé, j'ai eu que des... Voilà, quoi, ça fait rire tout le monde. Oh là là, quelle drôle d'idée. Et puis, c'est tellement plus facile. Enfin, une consultation qui dure 10 minutes, tu prescris un antidiabétique oral, ça te prend et tu renouvelles ton ordonnance et bling, que de dire, bon, ok, avant, on va essayer de changer votre alimentation, vous allez retirer le gras, vous allez diminuer la crème. Ça prend du temps et ils n'ont pas envie. Et c'est hyper... et moi, je ne suis pas Don Quichotte. Voilà. Donc effectivement, hein, c'est pour ça que j'ai vraiment cette envie de faire une émission de radio avec les gens je me dis que c'est en sensibilisant les patients qu'on va y arriver. Sensibiliser les médecins, j'y crois pas trop. Exactement. Et puis j'en profite pour faire un clin d'œil aussi à toutes les professions paramédicales aussi qui, tu sais, qui se mettent à se former à l'Ayurveda, pardon. Les infirmières, les aides-soignantes, il y en a vraiment de plus en plus qui se forment à l'Ayurveda et c'est vraiment précieux de pouvoir avoir des dialogues comme ça entre Ayurveda et médecine moderne. Oui, c'est vraiment. Et en fait, moi, c'est ce que je pense de plus en plus. Et chez Sri Ravi Shankar, en début d'année, quand on lui a demandé son avis sur la pandémie et sur la vaccination, et il a eu un discours qui était merveilleux de sagesse en disant il n'y a pas pour ou contre le vaccin. On est en 2021, il faut mixer il faut être tolérant et mixer les connaissances et non pas sortir sa pancarte en disant je refuse l'allopathie. Non, il y a des choses enfin vraiment, il faut travailler de façon complémentaire pour le bien-être des gens et l'apaisement des esprits. Merci pour ce beau message de fin, je pense. Voilà. Merci pour tout, Marjorie. Merci pour tous les conseils que tu nous as donnés. Et puis, belle continuation pour la suite, pour cette émission de radio que nous espérons que tu vas pouvoir mettre en place. Ouais, j'ai vraiment envie. besoin.
Merci beaucoup Marjorie. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt.